Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont je vous présente tout de suite les grandes articulations. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est fait représenter à la fête nationale de l'indépendance de la Tanzanie par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. À chaque journée sa célébration, l'humanité a célébré ce jeudi 9 décembre, la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer en images. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde séjourne depuis cet avant-midi à Dar es Salaam à la commémoration de la fête nationale de la Tanzanie. Une date qui marque l'accession de la Tanzanie à sa souveraineté nationale et internationale. Il représente à cette fête nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, qui a été invité par son homologue tanzanien de la présidente Samia Suluhu. Notons que la Tanzanie est une république fédérale née le 26 avril 1964 de la fusion du Tanganyika et des Zanzibar qui avaient accédé à l'indépendance respectivement le 9 décembre 1961 et le 10 décembre 1963 après les colonisations allemandes puis britanniques. Il faudra dire qu'avant cela, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait procédé mercredi 8 décembre 2021 à la clôture de la conférence régionale sur les questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité en Afrique centrale. Les détails dans ce reportage de Sylvain Kapombo et James Katambwa. Ces assises ont débouché sur l'adoption par les mouvements de l'Association civile de l'Afrique centrale de la déclaration dite de Kinshasa sur l'implication de la femme dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Dans un mot de clôture, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a invité les gouvernements des pays membres de la CEEAC à s'impliquer ardemment dans la thématique de ces sommets pour que les précieux contenus de la résolution 1325 soient d'application intégrale dans la sous-région. Il a salué une déclaration qui, selon lui, marque un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans le processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. En adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de notre communauté sous-régionale dans le sens à promouvoir la place de la femme sur les tables de négociation, là où se décide son avenir et celui de ses enfants. Voilà pourquoi, en notre qualité d'hôte de cette conférence régionale, j'adresse mes vives et sincères félicitations à toutes les parties prenantes pour avoir chacune contribué à la tenue de ce sommet, mais surtout pour avoir adopté la présente déclaration.
Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements aux gouvernements respectifs de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de tous les partenaires, ainsi qu'à toute personne ressource qui, de près ou de loin, a apporté leur contribution inestimable pour la tenue et la réussite. Le chef du gouvernement a soutenu que cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de la communauté sous-régionale dans la promotion de la place de la femme sur les tables des négociations, là où se décide son avenir et celui de ses enfants. La commission aménagement du territoire, infrastructure et NTIC promet de mener des plaidoyers au niveau de l'ECOFIN afin qu'une part importante du budget de l'État soit attribuée au ministère des ITP. C'est ce qui ressort de la séance du mercredi 8 décembre à l'Assemblée nationale, réunion consacrée aux réponses du ministre d'État Alexis Guizarro aux préoccupations des députés membres de cette commission. Reportage. Par ses réponses aux questions soulevées par les députés nationaux membres de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et NTIC, le ministre d'État Alexis Guizarro Mouvouni a voulu obtenir le soutien de cette commission qui a penché ses préoccupations sur notamment les routes nationales, les voiries urbaines, les routes concédées, le financement et les questions relatives à d'autres projets spécifiques et structurants. Sur les prévisions budgétaires exprimées pour l'exercice 2021, le ministère des ITP n'a pu obtenir que 11%, tableau qui ne permet pas du tout un véritable changement sur ces secteurs. Le sens de notre démarche était de solliciter le soutien de la commission infrastructure pour que notre cause soit entendue au niveau des arbitrages qui vont être opérés pour l'attribution des crédits, afin qu'un accent particulier soit mis sur les infrastructures, parce que d'abord, il s'agit là d'une matière transversale, quel que soit le secteur de la vie nationale, nous avons besoin d'infrastructures. Notre message aujourd'hui, c'est de dire que s'il n'y a pas d'infrastructure, il sera difficile de développer ce pays. Il faut que et l'exécutif et le législatif, ainsi que toutes les institutions de la République soient conscients que tous les pays qui se sont développés ont commencé leur développement par les infrastructures. Conscients de cette réalité, les députés membres de cette commission ont promis de mener des plaidoyers pour faire des infrastructures le véritable pilier de développement du pays. Le budget qu'on alloue au ministère des Infrastructures est tel que ce ministère n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Alors c'est de notre responsabilité comme parlementaires, autorités budgétaires, d'allouer des moyens conséquents à ces ministères. C'est notre travail maintenant comme commission qui a dans ses attributions les infrastructures de mener une plaidoyer au niveau de l'ECOFIN, au niveau des autres collègues, pour qu'une part importante du budget de l'État soit attribuée aux infrastructures. Le patron des ITP, Alexis Guizarro, demande aux députés de la dite commission d'être l'avocat du ministère des ITP auprès de leurs collègues députés nationaux afin que la problématique des infrastructures soit prise en charge comme il se doit dans le budget de l'État. Dans le cadre de 16 jours d'activisme, les femmes entrepreneurs de différents secteurs économiques opérant bien dans le formel que dans l'informel sont descendues sur le terrain et plus particulièrement dans les marchés de la capitale pour sensibiliser sur toutes les formes des violences à l'égard des femmes entrepreneurs et commerçantes. L'équipe d'Antenne est passée au marché de Lupen, de Delvaux et de Kitambo, Polydor Ngazame et Patrick Mbouzi. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, et pour la première fois de l'histoire de cet événement international annuel, les femmes entrepreneurs du secteur économique de la RDC, regroupées dans des collectifs et autres groupes d'intérêt, ont décidé de participer à la campagne en se rendant dans les différents marchés de la capitale RD congolaise pour sensibiliser. Leur sensibilisation a porté essentiellement sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes entrepreneurs et commerçantes. Au marché de Lupen, le forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises, FEFCO, a pris rendez-vous avec les femmes vendeuses. Au marché de Delvaux, c'est le collectif des femmes entrepreneurs et transformatrices du Congo, Coletco, qui s'est disposé à cette tâche. Quant au marché de Kintambo,
Il a vibré au rythme de la sensibilisation de l'Association des femmes entrepreneurs du Congo, AFECO. Partout, elles ont exhorté les femmes entrepreneurs et commerçantes à ne pas avoir peur pour dénoncer les violences qu'elles subissent ainsi que leurs bourreaux, leur faisant savoir qu'il existe des lois et autres textes légaux les protégeant et qu'elles doivent connaître. Nous avons bien sensibilisé depuis le marché de Kitambo, ici dans la commune, jusqu'à Kitambo magasin par là. On a vraiment sensibilisé les femmes sur les violences contre les femmes. Mais l'impression ou la réaction la plus spontanée de toutes les femmes, elles ont beaucoup plus réagi par rapport aux violences conjugales. Ça vraiment c'est ce qu'on a compris. Chaque fois qu'on parlait d'autres violences, elles revenaient toujours sur la violence conjugale. Pour rappel, la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été décrétée pour sensibiliser à la violence basée sur le genre en tant qu'atteinte aux droits de l'homme, en vue de l'élimination de la dite violence à l'égard des femmes. Elle débute le 25 novembre pour se terminer le 10 décembre de chaque année. Et vous êtes sans savoir que le monde célèbre le 9 décembre de chaque année la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le thème choisi cette année est votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Esther Badibiabia nous en dit plus. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays et tous les domaines de la société. Elle ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Elle s'attaque aussi au fondement des institutions démocratiques en faussant les élections, en corrompant l'état de droit, en créant des appareils bureautiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation de pots de vin. Cependant, tout le monde est appelé à s'engager pour mettre fin à la corruption afin de promouvoir la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société. En outre, les pays doivent également s'engager à soutenir et protéger les lanceurs d'alerte et les journalistes qui dénoncent de faits de corruption et mettre leurs plans nationaux de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il faut rappeler que la Journée internationale de lutte contre la corruption a été créée pour sensibiliser le monde à ces problèmes et pour faire connaître les rôles de la Convention en matière de lutte contre la prévention. Et toujours dans le même ordre d'idées, à l'occasion de cette journée, Popol Ziakao a tendu son micro à Joël Ndimbe Mabiala, qui est chercheur et diplômé d'études approfondies sur l'incidence de la corruption et la gouvernance sanitaire, défi à la permanence de soins de santé en République démocratique du Congo, qui a donné les causes et conséquences et quelques recommandations sur la corruption. Reportage. Nous avons listé 3 catégories de causes de la corruption. Donc nous avons les causes culturelles et sociales. Alors, il y a les causes culturelles, il y a les individus par exemple développent à long terme une intolérance qui permet à des pratiques comme des pots de vin de perdurer sans difficulté. Nous avons par exemple la pauvreté aussi, c'est une cause culturelle qui est dans les pays par exemple où la corruption est endémique. On explique souvent que si le fonctionnaire exige des pots de vin, c'est à cause de son salaire. Nous avons les causes économiques. Les causes économiques, il y a la corruption qui étant un crime économique. Les pratiques de corruption sont plus dans les économies à faible niveau de croissance. La concurrence, par exemple, permet de baisser les prix offerts sur le marché et par conséquent, le profit des entreprises privées diminue, d'où, comme effet, il y a baisse de la corruption. Mais lorsqu'il n'y a pas concurrence sur le marché, je pense que là, ça sera une augmentation de la corruption. Les conséquences, il y a des conséquences économiques aussi. Lorsqu'il y a conséquences économiques, nous avons par exemple, ça peut ralentir surtout le développement économique et social. Et la croix aussi d'au moins 20 à 25% les coûts des prix
annoncés dans les contrats de marché public. Nous avons aussi des conséquences politiques. Il y a par exemple des valorisations de la confiance et la légitimité. Les recommandations que nous pouvons faire, on peut organiser périodiquement des séances de sensibilisation et des formations au profit de la population cible sur le thème de la corruption. Et on peut aussi créer un cadre de concertation sur les questions d'éthique, souvent qui sont négligées. Et on peut aussi élaborer, mettre en œuvre d'un projet managérial d'intégration du CARE dans les services publics. Et en province, c'est dans le cadre de la réduction de risque d'apatridie en République démocratique du Congo que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a fait une sensibilisation à travers les échanges dans la ville de Bukavu. Cette sensibilisation consistait à regrouper les élèves pour leur faire comprendre les risques que courent les personnes sans nationalité légale afin qu'ils soient capables de défendre leurs droits. Christophe Moguichon. Cette sensibilisation qui a intervenu dans des écoles, dont l'Institut de Bukavu et l'Institut Moucher, était un moment d'échange en questions et réponses entre les délégués du HCR et les élèves. Une opportunité accordée à l'élève qui réussit à se jeter des questions relatives au cours de civisme d'obtenir un cadeau dont un t-shirt, un autocollant sur lequel on peut lire non à l'apatride ou un notebook. Cette activité a une très forte signification dans la mesure où nous avons essayé de vulgariser davantage les activités en rapport avec l'apatridie aux plus petits, à savoir aux plus jeunes, raison pour laquelle nous avons conçu une bande dessinée pour la circonstance afin qu'ils soient des ambassadeurs de ce droit-là et qu'ils puissent le défendre en temps et à moment opportun. Des échanges qui ont facilité la compréhension aux droits et devoirs civiques à ces apprenants. Désormais, ces élèves ont une valeur ajoutée sur ce que c'est l'apatride et ses conséquences. Nous avons compris que l'apatridie, c'est une fête de personnes qui n'a pas de la nationalité. Et alors, une personne qui n'a pas de nationalité ne peut jamais jouir de ce droit. Les chefs d'établissement encouragent cette initiative et se décident de répandre cette sensibilisation à leur tour. C'est bien parce que les enfants en ont été contents et nous aussi. Et ça nous a donné aussi une matière devant nous aider à... Les HCR se dit continuer la lutte de sensibilisation sur l'étendue de la RDC, notamment à atteindre Uvira et Baraka pour répandre les messages. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre des objectifs de la campagne mondiale I Belong du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en fait d'éradiquer l'apatride. D'une province à une autre, le prix du maïs connaît une hausse sur le marché de Butembo depuis une semaine. Un seau de 10 kilos qui coûtait 7 000 francs s'est négocié actuellement à 10 000 francs. Francine Moussoua nous en fait le point. Cette rangée sur avenue du marché est réservée aux vendeurs de maïs. Ici, les activités ne sont pas intenses suite à la rareté de leurs marchandises. Une situation qui a occasionné la hausse du prix des maïs, selon Charlotte qui pointe du doigt la situation sécuritaire déplorable dans les entités d'approvisionnement. Avant, on vendait un seau de maïs à 7 000 francs. Aujourd'hui, il revient à 10 000 francs. Ces maïs viennent de Komanda et d'Issal. À ce jour, ces entités ne produisent plus de maïs suite à l'insécurité. Vraiment que les autorités fassent tout pour que la paix revienne. Cette situation a une incidence négative sur la vente de l'arac, métier qu'exerce Kaambo Virginie depuis plus de 50 ans. Son travail n'est plus rentable depuis la hausse du prix des maïs. Ces derniers jours, on ne travaille plus bien. On n'accède plus au maïs produit à Mungamba et à Idou suite à l'insécurité. Avant, j'ai brassé 5 seaux d'arac, mais aujourd'hui, c'est difficile de brasser même un seul. Pour les éleveurs des poules, cette hausse du prix influe sur leur production.
Némi Mboussa, rencontré dans son poulailler, a résolu de hausser les prix du poussin pour combler son manque à gagner. Nous sommes obligés de s'adapter au rythme, mais ce n'est pas facile. Et pour s'adapter, nous sommes aussi obligés de voir comment augmenter aussi les prix de nos volailles pour que nous puissions aussi avoir quand même du maïs. Parce que imaginez 10 kg qu'on achetait à 5 000, 6 500 francs, mais aujourd'hui c'est à 9 000. Et donc, un poussin d'un jour, par exemple, il y a des mois que nous vendions à 3,5, nous sommes obligés d'augmenter les prix à 4,5 $ pour essayer de se retrouver, mais aussi de bien produire les volailles, parce que ce n'est pas seulement le maïs que nous achetons, il y en a aussi d'autres produits que nous ajoutons aussi dans les aliments des volailles pour que nous puissions bien produire. Cette situation n'épargne pas les ménages, dont le maïs est l'un des aliments les plus consommés. Les entités qui ravitaillent la ville de Butembo en maïs, notamment les territoires de Beni et d'Irumu, font face à une insécurité grandissante, conduisant les producteurs de maïs à abandonner leurs champs. Une délégation des caméramens affiliés à l'Union nationale de caméramens, UNCC en sigle, a été reçue dernièrement par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Il a été question de lui faire part de l'incident survenu le dimanche dernier au stade de Martyr, dont l'un de ses membres, Isaac Nzouzi, a été victime d'une agression. Le reportage est de Sylvain Kapombobo Sengele et Hugues Moussangelaï. C'est dans le but de soutenir l'un de ses membres, en la personne d'Isaac Nzouzi, caméraman à la RTNC, victime d'une agression lors de la rencontre ayant opposé au stade des Martyrs de la Pentecôte le dimanche 5 décembre 2021, les Daring Club Motema Pembe et l'Union sportive des gendarmeries de Niamey, que cette délégation de l'Union nationale des caméramans du Congo a été voir le ministre des Médias, Patrick Muyaya. Notre collègue Nzouzi Isaac de la RTNC qui était en plein travail au stade des Martyrs. Il a été menacé, tabassé par les supporters des SMP. Et nous, on s'est dit que c'était trop, parce que ce n'est pas la première fois qu'un caméraman subisse de telles situations. Et on est venu le voir pour lui présenter la situation telle que nous avons réussi. Et il nous a vraiment bien réussi. Le ministre lui-même, il nous a promis qu'il est avec nous et qu'il sera avec nous. Le patron des médias congolais a pour sa part encouragé l'idée géniale des caméramens de se regrouper au sein d'une structure. C'est bien quand vous avez décidé de vous structurer, de vous organiser, c'est très bien. Ça nous donne la possibilité d'avoir des interlocuteurs. En cas de besoin, vous avez un répondant. Vous avez un répondant. C'est bien, comme ça, moi, on va discuter État général Zoya, UNPCZA, et on va voir aussi comment on peut vous associer. Il n'y a pas de soucis à vous faire, hein, surtout pas de mon côté. Alors moi, je suis là pour faciliter Babylone. Selon l'examen radiologique qu'avait subi Isaac Nzouzi, les résultats ont révélé une fracture au niveau de ses côtes. Actuellement, la victime est internée à l'hôpital militaire Kankokolo. Contrôle technique de véhicules à Kinshasa revient à dire renflouer les poches des agents commis à cette tâche au détriment de la sécurité routière. La place commerciale à Macampagne est devenue le théâtre des accidents. Marceline Mazé-Mouakoumania. Nous sommes ici à la place commerciale sur avenue Macampagne au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema. Depuis plus d'un mois, les accidents se succèdent pour des raisons diverses dans ces coins réputés de la capitale. Déjà le lundi matin, là où nous avons l'habitude de faire notre petit commerce, il y a eu un accident grave. Les accidents sur la place commerciale deviennent inquiétants. Si la collision par inadvertance de ces camions caillassés avec un bus ayant emprunté la voie incommode a coûté la vie à plus de 4 personnes et causé des dégâts matériels importants, ces minibus, visiblement pas en bon état technique, a lui percuté la bordure des protections devant cette alimentation alors qu'il faisait marche en arrière pour fuir les agents de l'ordre sans tenir compte de la charge de près de 50 grands sacs de braise qu'il transportait. Heureusement que le conducteur maîtrise bien son volant. Sinon, les dégâts seraient énormes à l'heure actuelle.
vu qu'il y avait d'autres véhicules stationnés à l'endroit. Nous étions en train de fuir la voiturette de la police qui interpellait les conducteurs. En changeant brusquement de trajectoire, nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité d'avancer. Tentant de faire marche arrière pour prendre une autre direction, le conducteur s'est rendu compte que le frein ne prenait plus. Et voilà, Dieu merci, la bordure érigée devant cette alimentation nous a permis de stopper le véhicule. Malheureusement, la force du choc de contact l'a fait renverser. Il est une évidence qu'à l'approche des festivités des fins d'année, les Quinois s'agitent pour se procurer de quoi fêter. Mais cela ne doit pas rimer avec l'extorsion organisée par les agents de l'ordre. Complément d'information pour ceux qui n'ont pas pu lire les journaux. La sélection et les commentaires ont été faits pour vous par Polydor Patrick Ngaziani. Dans la foulée des titres que présentent les différents journaux dans leur livraison de ce jeudi, pointe ceux relatifs à la visite de travail de la directrice du FMI à Kinshasa. Une visite qui s'avère plutôt fructueuse pour la République démocratique du Congo. En effet, écrit Forum des As, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, décerne un satisfecit à la République démocratique du Congo. La raison, elle l'a elle-même avancée. La République démocratique du Congo a marqué des points, notamment dans la mise en œuvre du nouveau programme conclu en juillet dernier avec le FMI. Reçu par le président de la République à la Cité de l'Union africaine, renseigne l'avenir qui évoque aussi ce satisfecit du FMI. Kristalina, la patronne du FMI, a insisté sur l'importance de la numérisation de l'économie du pays, mais également la nécessité d'améliorer les infrastructures pour appuyer la croissance. Au cours du point de presse qu'elle a tenu à l'issue de l'audience lui accordée hier mercredi par le chef de l'État, rapporte l'agence congolaise de presse, elle a loué la qualité managériale du président Félix Tshisekedi. J'ai eu l'occasion de féliciter le président de la République et son gouvernement pour la mobilisation des recettes, l'amélioration de la qualité des dépenses et également pour la gestion globale de toute l'économie, a-t-elle indiqué, soutenant que le FMI soutient strictement les réformes en cours dans le pays. Félix Tshisekedi aura ainsi été suffisamment encensé hier par la directrice générale du FMI, renchérir la prospérité au regard de sa détermination à œuvrer pour la mise en place des dites réformes dans le secteur économique du pays, pour son engagement à améliorer la gouvernance dans le secteur extractif de la RDC. Grâce à cette vision, écrit le quotidien, Félix Tshisekedi a réussi un grand coup en obtenant au profit de la RDC un financement de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains au titre de facilité élargie pour le crédit. Une somme qui va permettre la reprise post-Covid-19, la réactivation des réserves internationales ainsi que l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes de réforme. Dans l'arène de l'actualité, la référence Plus s'est trouvée une place pour parler de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF pour la traque contre les ADF en vue de les éradiquer totalement. Une certaine communauté internationale ferait pression pour l'arrêt des opérations conjointes des forces armées congolaises et ougandaises, fait savoir le quotidien. Pour quelles raisons ? Difficile à répondre et à comprendre, indique le journal. Cependant, lâche-t-il ? Un analyste politique a déclaré que toutes ces pressions et toutes les déclarations du commandant de la force de la MONUSCO, le général Marcos, ont comme finalité d'endormir les décideurs congolais. Il n'y a aucune volonté manifeste de la communauté internationale de sortir la RDC de cette situation qui profite aux intérêts des décideurs du monde, tapis à Washington, Londres et à Paris et ailleurs, tranche la référence Plus. La percée revient sur la libération de Vital Kamerhe, qui a suscité de vives tensions, notamment au sein de l'UDPS. En effet, écrit le billet hebdomadaire, les combattants du parti présidentiel ont exprimé leur indignation face à la décision de la Cour de cassation qui, pour eux, a été corrompue par Vital Kamerhe, alors que ce dernier devrait purger sa peine afin de servir de leçon à ceux qui détournent les deniers publics. Et parlant justement de l'UDPS, l'envol voit planer une crise sur son congrès. C'est ce qui se dégage en tout cas
de la déclaration du collectif des cadres et membres du parti. Ces derniers ne veulent pas, en effet, que l'organisation du prochain congrès extraordinaire du parti soit confiée au président intérimaire Jean-Marc Kaboun et au secrétaire général intérimaire Augustin Kabouya, qui seraient tous deux responsables des frustrations de la base du parti. Les deux personnalités de l'UDPS sont donc visées par le collectif qui réclame aussi la reconnaissance des 5 fondateurs historiques de l'UDPS encore en vie, des cofondateurs, des pionniers et des avant-gardistes pour leur incommensurable contribution à la création et au développement du parti. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a échangé ce mercredi 8 décembre dans son cabinet de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristaliana Georgieva. Le prévenu fugitif Paul Milamboué a été entendu ce mercredi 8 décembre à la haute cour militaire dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazano. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme final à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et si vous l'avez aimé, dites merci à toute la grande équipe d'Antena, mais aussi au chef d'édition qui était ce soir pour vous au Forêt au Moulin, Sylvain Kapomogo Sengele. Au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, bonne suite de programme sur votre chaîne.